Salut tout le monde, nous sommes le groupe 4 constitué de moi-même, Samira Touzlili. Moi, Tikameli Arnold Morel. Moi, c'est Reka Kaira. Moi, Tikom Nale Smaïla. Moi, c'est Ngala Plassi Joven Neve. Moi, c'est Asomaka Dalil. Nous sommes super contents de vous partager notre TP. Concernant l'unité de sécurité des systèmes, nous avons travaillé sur la correctitude des programmes par la logique de OR. On a bossé dur, alors accrochez-vous. Alors, pour cette présentation, nous explorons l'histoire de la logique de OR, ses concepts fondamentaux et son application pratique dans la programmation moderne. Nous verrons comment cette méthode peut être utilisée pour analyser des programmes avec et sans boucle et nous examinerons des exemples concrets tels que le calcul des factoriels et de sommes. En effet, la logique de OR développée par M. Tony Hoare en 1969 est un système formel pour raisonner sur la correction des programmes informatiques. Cette approche révolutionnaire a jeté les bases de la vérification formelle des logiciels permettant aux développeurs et aux chercheurs de prouver mathématiquement la validité de leur algorithme. Un triplet de OR est de la forme P, C, Q, où P est la post-condition, C est une commande ou un programme et Q est la post-condition. Il exprime que si P est vrai avant l'exécution de C, alors Q sera vrai après l'exécution de C. La précondition P ici est une assertion logique qui doit être vraie avant l'exécution du programme pour garantir son bon fonctionnement. La post-condition Q est une assertion logique qui sera vraie après l'exécution du programme si la précondition était satisfaite et que le programme s'est terminé normalement. Enfin, un invariant de boucle est une propriété qui reste vraie à chaque itération d'une boucle. Il est essentiel pour prouver la correction des programmes contenant des boucles. Alors, dans la partie précédente, nous avons introduit le concept de base de la logique de OR, triplet de OR, règles d'inférence, etc. Aujourd'hui, nous allons pratiquer ces concepts à des exemples concrets de programmes pour mieux comprendre leur utilité. Nous allons analyser deux programmes, un programme simple sans boucle et un programme avec une boucle. En utilisant les triplets de OR, nous pouvons prouver formellement que si au début du programme, les valeurs de A et B sont fixées, alors à la fin, la valeur de C correspond bien à leur somme. Pour commencer, nous allons d'abord expliquer le calcul de factoriel. Alors, dans la partie précédente, nous avons vu comment utiliser la logique de OR pour prouver la correction des programmes. Aujourd'hui, nous allons approfondir ce concept en démontrant qu'une propriété particulière appelée invariant de boucle reste vraie à chaque itération d'une boucle. À l'exemple, nous allons prendre l'exemple classique du calcul de factoriel d'un nombre en utilisant une boucle while. C'est donc quoi un invariant de boucle? C'est une propriété qui reste vraie, peu importe le nombre d'itérations de la boucle. Il nous permet de raisonner sur le comportement de la boucle et de prouver que le programme atteint son objectif. Ici, notre invariant est fact égale à i factoriel, qui signifie que à chaque itération, la variable fact contient le factoriel du nombre i. Pour démontrer cet invariant, à l'initialisation, i égale à 1 et fact égale à 1. Donc, fact égale à i factoriel. Donc, fact égale à i factoriel est vrai au début. Utilisons un tableau pour suivre les valeurs de i et fact à chaque itération. À chaque itération, on multiplie par i, on incrémente i, on montre que si fact égale à i factoriel était vrai avant l'itération, il le reste après. Utilisons la règle d'affectation pour montrer que si fact multiplié par i plus 1 égale à i plus 1 factoriel, alors fact égale à i factoriel. En conclusion, nous utilisons la règle d'affectation, c'est-à-dire de la droite vers la gauche et du bas vers le haut pour démontrer que, effectivement, fact de i est égal à fact. En conclusion, on a prouvé donc qu'à la sortie de la boucle i égale à n et fact égale à i factoriel, ce qui est valeur finale correcte. Pour l'exemple 2 qui concerne le calcul de somme,
Nous allons montrer que S est effectivement un invariant de la boucle à l'aide de la règle d'affectation et déduire la valeur de S en utilisant la règle de boucle. Alors, pour démontrer cela, nous allons commencer par initialiser une variable somme à 0 et un compteur I à 1. Ces valeurs initiales sont cruciales pour la précondition et l'invariant de boucle. Nous allons également utiliser une boucle while pour accumuler la somme. À chaque itération, ajoutez I à somme et incrémenter I. L'invariant de boucle sera somme de J égale à 1 jusqu'à I égale à 1. Après la boucle, vérifiez que somme contient la somme des entiers de 1 à n. La post-condition sera I en facteur de I plus 1 sur 2, qui est la formule de la somme de I premier entier. Pour utiliser la logique de OR, nous pouvons prouver que le programme calcule correctement la somme. Cela implique de vérifier l'invariant de boucle et la condition de terminaison. Alors, pour donc clôturer avec cette vidéo, nous allons vous présenter ici deux différentes fonctions que nous avons implémentées pour pouvoir mettre en application ce concept. Alors là, nous avons une fonction qui calcule la somme de deux entiers. Et alors, cette fonction prend en paramètre deux entiers, à savoir A et B. Et là, nous avons écrit le programme qui va donc demander à l'utilisateur ces deux entiers-là et qui retournera la somme. Donc là, nous allons exécuter le programme. Et effectivement, nous pouvons constater ici que le programme qui a été écrit est effectivement correct. Donc là, c'était pour le cas des programmes sans boucle. Et maintenant, nous allons passer au cas d'un programme avec boucle. Alors pour ce cas-là, nous avons utilisé une fonction qui calcule la somme des n premiers entiers naturels. Et donc maintenant, nous sommes là face au programme avec une boucle. Donc on a une fonction qui calcule la somme des n premiers entiers naturels et qui prend en paramètre ce n. Donc dans le code de notre programme, on va donc demander à l'utilisateur d'entrer cette valeur-là et on va exécuter. Donc bien évidemment, précédemment, nous avons dit que la post-condition était que l'entier devait être, la valeur devait être un entier naturel. Donc là, si on entre par exemple une chaîne de caractères, le programme va nous dire entrez un nombre entier s'il vous plaît. Donc lorsque je vais taper 6, en ce moment-là, il va nous dire la somme des 6 premiers entiers naturels est 21. Donc là également encore le programme marche effectivement comme il se doit. Bienvenue une fois de plus dans cette nouvelle vidéo du groupe 4 de sécurité des systèmes qui portera sur le modèle checking. Alors notre présentation sera repartie comme suit. Alors une introduction, la présentation du système, la présentation des scénarios du système, l'analyse des états et des transitions, l'application de la logique CTL et LTL et enfin une implémentation de ce système-là. Alors c'est quoi le modèle checking? Il s'agit en fait d'un processus automatisé qui explore toutes les possibilités d'exécution d'un système afin de s'assurer qu'aucune violation de règles n'a lieu. Alors pour ce faire, nous allons aborder plus précisément deux règles, à savoir le CTL, Computational Tree Logic, et le LTL, le Linear Temporal Logic. Le CTL est une logique qui permet d'explorer des systèmes non déterministes où plusieurs chemins d'exécution peuvent se produire à partir d'un même état. Alors, elle est constituée de plusieurs opérations logiques, à savoir la négation, la conjonction, la disjonction, l'implication et l'équivalence. Ces syntaxes sont les suivantes. Nous avons le A qui signifie que la propriété doit être vraie pour tous les chemins partant d'un état donné. Donc, nous avons également le E qui veut dire que il existe un chemin où la propriété est vraie. Le X pour dire que cette propriété est vraie au prochain état. Le F pour dire qu'il existe un futur état où la propriété est vraie. Le G, cela signifie que la propriété doit être vraie dans tous les cas, dans tous les états futurs. Et enfin le U qui exprime qu'une propriété doit être vraie jusqu'à ce qu'une autre propriété devienne vraie. Le LTL, quant à lui, permet de raisonner sur l'évolution d'un système à travers le temps en spécifiant des propriétés sur une séquence linéaire d'événements. Elle est particulièrement utile pour analyser des systèmes dont les actions s'enchaînent de manière séquentielle. Donc, comme le LTL, elle a également ses opérateurs logiques ainsi qu'une syntaxe.
Alors, pour illustrer ces deux logiques, nous avons décidé de prendre, pour exemple, un système de un distributeur automatique. En fait, il s'agit d'une machine conçue pour vendre des produits ou services sans nécessiter l'intervention d'un vendeur humain. Alors, le scénario, le scénario est le suivant. On insère de l'argent, on sélectionne un produit, la vérification de la disponibilité de ce produit-là est effectuée. Et si le produit est en stock, on va passer à la validation du paiement. On va distribuer le produit et enfin, on va retourner la monnaie du client. Donc, pour ce faire, nous avons sorti les différents scénarios du système. Alors, pour un achat réussi, nous commencerons par insérer de l'argent, sélectionner un produit, vérifier la disponibilité, vérifier que le paiement est effectif, distribuer le produit, retourner la monnaie. Et ensuite, on retourne à l'état d'attente de paiement. Pour le cas où nous sommes en rupture de stock, nous allons également commencer par l'insertion de l'argent, sélectionner un produit, la vérification de la disponibilité. Et là, on va afficher un message d'erreur pour dire que le produit n'est plus en stock. Et enfin, on va retourner la monnaie du client. En ce qui concerne le cas du montant insuffisant, on va également insérer l'argent et sélectionner un produit. La machine va vérifier que le produit est effectivement en stock. Il va également vérifier le paiement et retourner la monnaie de l'utilisateur en cas de paiement insuffisant. Donc après cela, nous avons donc sorti les différents états de notre système, à savoir l'état initial, le E0, où la machine est en mode réception d'argent. Donc après cela, nous avons l'état 1 qui passe en sélection de produits, l'état 2, la vérification de disponibilité, ensuite la validation du paiement, la distribution du produit, le retour de la monnaie et enfin l'état final, rupture de stock. Les différentes transitions qu'on peut avoir dans notre système sont les suivantes. On peut quitter de l'état E0 à E1, c'est-à-dire la récupération de l'argent à la sélection du produit. Après cela, on va passer à la vérification de la disponibilité. Étant à la vérification de la disponibilité, si le paiement est valide, alors nous avons les différents états et transitions de notre système. Donc, pour ce qui est des différentes transitions du système, nous avons le E0 qui peut aller au E1, c'est-à-dire nous sommes à la réception d'argent et une fois que le client a entré sa monnaie, là le système va passer en mode de sélection de produit. Donc le client va sélectionner le produit et après avoir fait cela, on va passer à l'état vérification du produit. Et là, on vérifie si le produit est en stock. Si le produit n'est pas en stock, alors on va retourner la monnaie du client. Et si le produit est en stock, on va passer à la validation du paiement. Donc, au niveau de cette étape, nous allons vérifier si le montant que le client a entré est inférieur au prix du produit qu'il a sélectionné. Si le montant est inférieur, alors là, on va également retourner sa monnaie. Mais si le prix est supérieur, si l'argent qu'il a entré est suffisant, alors on va le distribuer le produit et on va chuter sur le retour de la monnaie. Une fois cela fait, arrivé à cette étape-là, on va retourner à l'état initial, c'est-à-dire la réception d'argent. Notre système peut-on être représenté par cette machine à état en fonction des différentes transitions que nous venons de vous énumérer. Alors, pour la suite de cette vidéo, je vais passer la parole à mon camarade Gayab qui va vous expliquer l'application des différentes logiques sur ce système. Bon, une fois de plus encore, bonsoir. Ici, nous allons revenir sur les applications de logique LCTL. Ici, nous constatons, comme nous avons dit plus haut, A et G. On constate que A a la lettre E3 qui implique AF de G de E5. E3 qui signifie la vérification du produit, la validation plutôt du paiement et E5, le retour de monnaie. On constate que après vérification du paiement, on a la possibilité de retourner la monnaie du client. Cela signifie aussi pour tout état, si la monnaie est insuffisante ou le stock est indisponible, alors il existe un état où la monnaie est rendue. Ici, on descend plus bas pour AG de E0 à l'état, donc c'est-à-dire à la réception d'argent. Ça implique que pour EF de E5, à chaque fois que le produit est sélectionné, il existe un chemin où la transition se termine. Pour G de E2 implique E3 de la sélection du produit
de la vérification du produit à la vérification du paiement. Dans tous les cas, si le produit est disponible, alors il aura lieu. Nous passons à l'application de la logique LTL. Pour G de E3 ou E6, E3 qui signifie encore la validation du paiement et E6, rupture de stock. Pour E3 ou E6 qui implique EX de E5, toujours, si le produit est insuffisant ou si le stock est indisponible, l'argent du client sera retourné au client au prochain état. Pour G de E2, implique F de E5. Pour chaque état, si le produit est en stock, il existe un futur état où la transition se termine. Pour G de E2 et la négation de E3, ce qui implique E5, ici on constate que si le produit est en stock et que le montant est insuffisant pour le client, alors il sera toujours retourné. Nous pouvons passer directement à l'implémentation de l'application. Nous retenons que la règle LCTL s'applique pour vérifier les propriétés sur toutes les branches d'exécution. Peut-on garantir qu'un produit sera disponible si le stock... Nous retenons que la règle CTL s'applique pour vérifier les propriétés sur toutes les branches d'exécution. Par exemple, peut-on garantir qu'un produit sera disponible si le stock et l'argent sont suffisants, tandis que la logique LTL vérifie les propriétés? Est-ce qu'une transaction bien commencée se termine toujours correctement? D'où ces deux logiques assurent que le système respecte les attentes du scénario nominal et gère la correctitude. Nous retenons que la règle CTL s'applique pour vérifier les propriétés sur toutes les branches d'exécution. Par exemple, peut-on garantir qu'un produit sera disponible si le stock et l'argent sont suffisants, tandis que la logique LTL vérifie des propriétés? Est-ce qu'une transaction bien commencée se termine toujours correctement? D'où ces deux logiques assurent le système. Alors, pour clôturer cette présentation, nous avons implémenté un petit programme qui matérialise le système que nous venons de vous présenter. Alors, dans ce petit programme-là, nous avons donc enregistré plusieurs produits et là, nous passons au test. Donc, il s'agit ici de l'interface de notre distributeur automatique où le client va arriver et il va entrer une somme. Donc là, j'entre par exemple 2000 francs. Et je sélectionne, après avoir fait cela, je vais donc valider et sélectionner le produit dont j'ai besoin. Alors là, je vais dire par exemple, je veux un Fanta. Et là, le système va dire, montant insuffisant, désolé, là j'ai entré plutôt 200 à la place de 2000 francs. Donc je vais entrer 200 et je vais valider. Là, je vais acheter un Fanta. Et là, le système va dire Fanta distribué. Donc maintenant, le système également ne peut pas prendre en compte d'autres valeurs à part les chaînes, à part les entiers. Par exemple, si j'entre une chaîne de caractères, là, ils vont me dire entrer un montant valide. Donc voilà le système ainsi réalisé et c'est tout pour notre présentation. Nous vous remercions pour votre aimable attention. À une prochaine vidéo. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager, d'ajouter des commentaires pour qu'on puisse s'améliorer. Bye bye. Ah, maman nangai.